découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonjour monsieur, présentez-vous aux téléspectateurs s'il vous plaît. Je suis donc monsieur Menguessan, professeur de lettres modernes, candidat indépendant à la candidature de la présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis diplômé de l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS, titulaire d'un Master 2 à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et en instance de soutenance d'une thèse de doctorat en littérature française. Je suis ivoirien et en tant que tel, j'ai reçu le fardeau de contribuer au développement de mon pays dans une atmosphère de cohésion sociale et de paix véritable. Vous avez été écarté de la course au présidentiel par le Conseil constitutionnel pour des raisons de parrainage. Est-ce exact? Effectivement, j'ai déposé mes dossiers de candidature pour les élections présidentielles d'octobre 2020. Oui, c'est exact. Le Conseil constitutionnel a invalidé ma candidature parce qu'il a annulé mes parrainages sous prétexte que certains candidats avant moi auraient été parrainés par les mêmes personnes et ces candidats en question ont déposé leur dossier avant le mien. Il est clair que cette décision est discutable et elle ne me convient pas du tout. N'avez-vous pas envisagé un moyen de recours possible? Alors, lors d'une conférence de presse tenue le lundi 28 septembre 2020 à la Maison de la Presse au Plateau, j'ai contesté cette décision du Conseil constitutionnel en mettant en cause le système de parrainage dont les nombreuses défaillances ont avéré ne pouvaient donc pas éliminer un candidat, selon moi. Alors dans ce cas, le seul moyen de recours pour nous, face au Conseil constitutionnel, est d'interpeller le président de la République afin qu'il puisse prendre une ordonnance qui permette à tous les candidats ayant déposé un dossier complet de pouvoir prendre part à ces élections, de compétir. Voilà donc, nous pensons que cet appel sera entendu par le chef de l'État. L'opposition ivoirienne a décidé de se retirer entièrement de la CEI et appelle à la désobéissance civile. Quelle est votre analyse sur cette décision? Alors, concernant la décision prise par l'opposition, à savoir la désobéissance civile, il faut dire que tout en ne condamnant pas cette décision, nous n'y adhérons pas. Voilà, nous n'y adhérons pas. Et nous respectons cette décision qui a été prise. C'est pour l'opposition la façon de manifester son mécontentement et d'espérer avoir gain de cause. Mais nous n'appellerons pas nos militants et nos sympathisants à désobéir à l'autorité. En fait, d'autant plus que nous ne connaissons pas tous les contours de cette désobéissance civile. Alors, si l'on ne reconnaît pas l'autorité du président de la République ou du gouvernement, alors à quelle autorité doit-on obéir désormais? Et pendant que le mandat du président de la République n'a pas encore pris fin, donc nous nous interrogeons, nous attendons de voir. Mais de grâce, arrêtons de compter le nombre de blessés et le nombre de morts toutes les fois qu'il y a une manifestation. Voilà, pour nous, ce n'est pas bien que chaque fois qu'il y a des actions, il y ait des pertes en vies humaines. Voilà, et nous pensons que lorsqu'il y a des cas de ce genre, généralement, les gens tournent les regards vers l'opinion internationale. On brandit le nombre de morts, on brandit le nombre de blessés devant l'opinion internationale pour l'amener à réagir. Pour moi, ce n'est pas la meilleure façon de faire.
de créer des morts pour attirer l'attention des uns des autres afin qu'ils se rangent de notre côté. Croyez-vous qu'un renouvellement de la classe politique ivoirienne peut apporter des changements notables pour la réconciliation tant attendue et le progrès du pays? Oui, effectivement, c'est quelque chose de fondamental. Je crois que seul le renouvellement de la classe politique ivoirienne peut apporter des changements notables dans ce pays. Et pour moi, le renouvellement concerne aussi bien les leaders actuels des partis politiques que leurs disciples ou adeptes, car ils sont tous animés des mêmes pensées, des mêmes rancœurs et ont les mêmes réactions. Pour qu'il y ait une véritable réconciliation et une croissance économique durable, profitable à tous, il faut à la tête de l'État une nouvelle génération d'hommes politiques qui n'ont pas été à l'école de ceux qui ont gouverné jusque-là, depuis 30 ans. Ce n'est donc pas une affaire de jeunes ni de vieux, mais lorsque nous parlons de renouvellement, il faudrait que cela soit dans ce sens-là. Voilà, parce que aujourd'hui, lorsque vous écoutez les jeunes gens des différents groupes constitués, des différents partis politiques, lorsque vous les écoutez sur les antennes, sur les réseaux sociaux, et vous allez vous rendre compte que leur langage est un langage violent, un langage d'intolérance, un langage de haine, de rancœur, d'orgueil et manifeste les mêmes symptômes que leurs mentors. Alors c'est pourquoi il est bon de prendre des personnes qui ne sont ni à gauche ni à droite afin de désarmer les cœurs, car personne ne croit plus en l'autre et ne veut pas non plus faire des concessions à l'autre. C'est de cette manière que nous pourrons arrêter la spirale de la violence qui s'est emparée de notre pays. Quelle conviction aviez-vous lorsque vous avez décidé d'être candidat au présidentiel? Quelle était votre motivation? Ce qui m'a motivé à être candidat pour cette élection présidentielle est à la fois la volonté de Dieu et l'état dans lequel se trouve notre nation. La déchirure politique et sociale est grande et profonde, au point où, avec le temps, elle a fini par avoir des relents ethniques et religieux à certains endroits. Beaucoup de nos concitoyens n'ont plus d'autre voie de recours en dehors de celle d'invoquer Dieu lorsqu'ils sont victimes de certaines exactions. Il ne se passe de mois sans qu'il y ait des affrontements entre communautés dans certaines régions, surtout en zone forestière, du fait des intérêts économiques. Toutes ces crises sociales et politiques affectent le développement du pays. En effet, la misère et la paupérisation s'accentuent dans bon nombre de localités où l'accès est pratiquement impossible, même avec des tricycles pour transporter les produits agricoles. Ma candidature, je la perçois donc comme une mission pour mettre fin à cette crise politique et sociale qui n'a que trop duré et passer à une véritable planification du développement du pays qui ne tienne pas compte de l'appartenance politique des élus et qui n'est pas non plus rythmée par les visites d'État ou au gré de ceux qui sont au pouvoir. La jeunesse ivoirienne est confrontée à la cruciale problématique de l'emploi, ce qui la pousse souvent à braver les océans à la conquête d'un bonheur très souvent incertain. Alors, selon vous, quelle est la solution pour régler le problème de l'emploi des jeunes? Il faut dire que ceux qui partent vers l'Europe ou de façon clandestine, nous pouvons les répartir en deux groupes. Il y a ceux qui partent à la recherche d'un premier emploi, mais il y a aussi ceux qui abandonnent leur activité pour aller de l'autre côté en espérant trouver mieux que ce qu'ils faisaient ici. Alors,
ce sont ces deux groupes de personnes, de migrants qu'il faut satisfaire à la fois. Et donc pour nous, il faut les aider à se prendre en charge ici, mais aussi il faut leur donner la possibilité d'accroître leurs revenus et de connaître des lendemains meilleurs au fur et à mesure qu'ils travaillent. Vous savez, lorsque quelqu'un travaille et qu'il n'a pas l'impression que sa situation peut changer, peut s'améliorer, il est déçu de son activité et cela peut l'amener à vouloir aller essayer ailleurs. Et donc, il faut en tenir compte. Mais nous pensons que pour régler durablement le problème de l'emploi des jeunes, il faut non seulement financer leurs projets, mais en plus, il faut les aider à s'installer, ensuite les encadrer et enfin assurer conjointement la gestion de leur entreprise jusqu'à ce qu'elle porte beaucoup de fruits. En outre, il faut aider les travailleurs, surtout les fonctionnaires, à créer des entreprises susceptibles d'employer des jeunes et les encourager à aller aussi à la retraite à partir de 15 ans de service. Alors pour cela, il va falloir changer donc les textes de loi qui interdisent aux fonctionnaires d'entreprendre et qui les obligent à attendre l'âge de la retraite avant de toucher leur pension au cas où ils partaient avant les 60 ans ou les 65 ans fixés par les statuts de la fonction publique. Vous étiez en 2019 détenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, après que vous ayez été appréhendé par les autorités sous motif de troubles à l'ordre public. Reconnaissez-vous les faits? C'est vrai, j'ai été donc arrêté, détenu d'abord à la DST. J'ai été incarcéré d'abord à la DST pendant 12 jours et puis à la MACA, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, du 24 avril 2019 au 7 juillet 2020 sous le motif de troubles à l'ordre public. Alors que je n'avais tenu aucun meeting, aucune réunion, je n'ai pas non plus fait de déclaration, ni de marche, ni de conférence de presse. Alors, de quoi s'agit-il? Dans le cadre donc des préparatifs de ma candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, j'ai créé un site internet dénommé Côte d'Ivoire Nouvelle Espérance, en abrégé CINE. Et puis, j'ai invité donc les personnes qui le désirent à s'inscrire sur ce site afin d'en faire un forum d'échange. Un forum d'échange qui va nous permettre de peaufiner notre projet de société et notre programme de gouvernement. Alors, cette activité que j'ai menée a été donc considérée à tort comme un trouble à l'ordre public. Alors, voyez-vous, en effet, comment on peut parler de trouble à l'ordre public sans que l'ordre lui-même en soit effectivement troublé? Car comment quelqu'un dont on ignore le nom, on ignore le visage, peut troubler le sommeil des autorités et des populations sans qu'aucune presse ne fasse mention de ce trouble et de ses conséquences? C'est pour vous dire que le motif de trouble à l'ordre public, je ne le reconnais pas. Je ne crois pas avoir troublé l'ordre en Côte d'Ivoire à la faveur donc de ce site internet et de cette invitation adressée aux populations à s'inscrire sur notre site. On imagine les conditions de détention dans les prisons décriées par plusieurs organisations des droits de l'homme. Parlez-nous de vous là-bas. Comment viviez-vous là-bas? Vos rapports avec les autres co-détenus. Quelle expérience avez-vous tirée? Alors, à ce niveau, je bénis Dieu de ce que mon séjour à la MACA a été des plus agréables. J'ai eu la grâce d'être au bâtiment des assimilés où les conditions de détention étaient meilleures que celles des bâtiments A, B et C.
Pour moi, je n'ai pas de ressentiment. Après tout ce temps, après plus de 14 mois passés en prison, je n'ai pas de ressentiment. Et la prison a été pour moi un lieu de formation, a été aussi pour moi un lieu de maturation, a été pour moi également un lieu de brisement. C'est que le rapport que j'ai entretenu avec les autres co-détenus, évidemment, c'est un rapport de solidarité, des rapports donc cordiaux, un fait de respect mutuel. J'ai eu à assister certains et à visiter les autres détenus dans les autres bâtiments pour me rendre compte des conditions insalubres dans lesquelles vivent les détenus. Que souhaiteriez-vous concernant les conditions de vie des pensionnaires des prisons ivoiriennes? Alors, ce que je souhaite, il faut d'abord désengorger les prisons ivoiriennes. Elles sont surpeuplées et il faut ramener les effectifs des détenus au nombre prévu pour chaque prison. Lorsqu'on construit une prison, elle est conçue pour un nombre de prisonniers donné. Donc, il faut qu'on fasse en sorte qu'on revienne à ces effectifs initiaux pour que les prisons puissent mieux se porter. Et ensuite, il faut faire en sorte que les conditions, il faut qu'il y ait une réhabilitation générale de toutes les prisons et mettre toutes les commodités sanitaires qu'il faut dans ces prisons-là. L'idée selon laquelle un prisonnier, il doit souffrir, il doit subir un traitement inhumain pour qu'il devienne sage par la suite et qu'il ne recommence pas ce qu'il a fait, cette idée-là, elle n'est pas vérifiée. Au contraire, lorsque les prisonniers passent des moments difficiles, quand ils sortent de la prison, ils deviennent pires que la première fois où ils sont entrés et très souvent, ils retournent quelque temps après. Votre appel aux hommes politiques, à la communauté nationale et internationale? D'abord, à propos de ma candidature qui a été invalidée par le Conseil constitutionnel, nous pensons que cette situation-là peut changer à tout moment si le président de la République accorde une oreille attentive à notre revendication. Parce que pour nous, nous avons été injustement écartés du fait d'un parrainage qui en lui-même présente beaucoup de défaillances. Ceci étant, à l'endroit des hommes politiques, je leur demande de ne pas transmettre leur rancœur à la jeune génération et de ne pas tomber non plus dans le piège de la vengeance et de l'orgueil. L'orgueil qui précède toute ruine. Les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets et puisque l'avenir nous réserve aussi des surprises qui sont quelquefois désagréables, il serait bon que chacun puisse donc avoir une attitude modérée, une attitude de paix, de conciliation, et c'est le pays qui gagnerait dans ce cas-là. Chaque situation ou chaque chose a une fin et il n'y a aucune position qui demeure à l'infini. Voilà. Maintenant, je profite aussi pour lancer cet appel aux populations ivoiriennes et je leur demande de continuer d'entretenir des rapports de bon voisinage entre elles, car un bon voisin vaut mieux qu'un frère éloigné. Voilà, il faut éviter de faire des déductions et des inductions qui souvent amènent la population à s'en prendre à des personnes innocentes. Et voilà, il est bon que celui qui pose un acte soit le seul à payer le prix de son acte. Il ne faut pas l'étendre à toute la famille, à toute sa communauté, à tout son village, qui pourtant n'a rien à voir avec l'acte qui a été commis. C'est un acte isolé. Il faut prendre les choses dans ce sens-là. Voilà. Et on doit donc se respecter mutuellement et puis faire en sorte que la situation de chacun aussi puisse connaître un lendemain meilleur. C'est vraiment important. À l'endroit de la communauté internationale, il est bon de dire deux mots. C'est que ce que nous lui demandons, cette communauté internationale, c'est de ne pas avoir de parti pris.
de ne pas avoir de parti pris et de ne pas faire un poids deux mesures pour qu'on puisse lui accorder du crédit, pour qu'on puisse lui faire confiance. Il faudrait qu'elle se comporte de cette façon-là, qu'elle ne prenne pas des décisions selon ses accointances et selon ses intérêts, mais que les décisions soient prises dans l'intérêt du peuple ivoirien, dans l'intérêt de toutes les populations, et que leurs décisions apportent la paix dans notre pays plutôt que la division ou les affrontements, parce qu'un problème mal réglé, il rebondit toujours les années à venir. Alors donc que cette communauté internationale joue franc jeu pour nous aider à sortir donc de l'impasse où nous nous trouvons en ce moment. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.